Toi, tu fais quoi? Salut tout le monde, bienvenue au 4e épisode. 4e déjà? Ça a pris 4 épisodes avant que je t'invite sur mon podcast, Benji. J'espérais que ça prenne un peu moins. Vous reconnaissez peut-être la voix. Contrairement à mes autres invités, c'est pas la première fois qu'on fait un podcast ensemble, Benji. Effectivement. Par contre, c'est la première fois que c'est un sujet sérieux. Oui, il faudra qu'on fasse attention à ce qu'on se dit. Si vous écoutez notre autre podcast, vous savez qu'on a l'habitude un peu de s'insulter. Mais ça sera pas l'ambiance aujourd'hui. Donc, je suis ici avec Benji. Comment ça va, Benji? Donc, du coup, je m'appelle Benjamin. Tu te rappelles de ça hein, dans la vraie vie? C'est le gag, quoi. Oui, Benjamin. Comment ça va, Benjamin? Ça va très bien. Je suis ravi d'être là et je me réjouis de discuter avec toi sérieusement pour une fois, effectivement. Ouais. Ça va faire changement. On avait peut-être un projet de faire un podcast sur les films ou sur les séries et tout. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Ça va venir après. 2028. Donc, ça me fait plaisir que tu sois ici, Benji, parce qu'on a l'habitude d'être sur un autre podcast qui s'appelle On Joue-tu, le podcast des jeux de société. Exactement. Qu'on a depuis combien de temps? Eh oui. Depuis, oui, tout à fait. Quelques temps maintenant. C'est 2 ans, 3 ans? Ouais, ça va faire 3 ans en septembre. Ouais. Et donc, moi, je connais ton métier, donc contrairement à d'autres qui sont passés dans ce podcast. Mais par contre, je pense que tu as souvent eu des réflexes de me dire alors non, ça, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait. Donc, ça va être assez intéressant, je pense, cet épisode-ci. Alors, dis aux auditeurs, qu'est-ce que tu fais comme métier, Benji? Eh bien, je suis psychiatre et j'ai une spécialité. Je fais de la psychiatrie légale, qu'on appelle aussi de la psychiatrie forensique. Forensic. Forensic psychiatry. Je savais même pas qu'il y avait ce titre dans ton... Eh ben, tu vois, tu découvres. Je découvre plein de choses. Alors, moi, je pense que ton métier, déjà, moi, la première chose, on va en parler après, mais moi, j'ai toujours eu de la peine à différencier psychologue et psychiatre, ce que tu m'as souvent repris à ce niveau. Alors, moi, ce que je pense que tu fais dans la vie de tous les jours, parce qu'en plus, je sais que tu as changé de job depuis qu'on se connaît. Oui, en tout cas, changé d'un peu le secteur. Mais moi, je pense qu'il y a je vais être intéressé à savoir ce que tu auras à dire, parce que pour moi, il y a une partie de ton métier qui est avec une clientèle, si on veut, que tu vas me dire qu'on ne dit pas des clients, mais on dit plutôt des patients. Exactement. Mais donc, où tu passes avec des patients, où tu vas avoir des consultations qui sont donc dans ton bureau, je crois. Et puis ça, je pense que c'est une bonne partie de tes journées, mais je sais aussi qu'il y a un aspect où tu dois aller en prison, par exemple, ou dans des hôpitaux peut-être, voir des personnes qui ne peuvent pas venir à ton bureau. Mm-hmm. Et puis c'est à ce moment-là que tu vas devoir établir un dossier pour pouvoir déterminer quel genre de maladie peut-être ces personnes-là ont. Mm-hmm. Et puis si on peut peut-être croire ce qu'ils disent en cours, ou des choses comme ça. Ça fait un lien avec mon dernier invité. Je pense que c'est à peu près ce que je pense que tu fais. Ouais. Et puis après, je sais que de temps en temps, tu vas à des conférences de psychiatrie, faire genre que tu travailles un peu. Est-ce que c'est à peu près juste? Écoute, ce qui est intéressant, c'est que... Faut que tu me donnes une note. Ouais. J'hésite entre 1 et 2, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu n'as même pas capté que j'avais changé de job, effectivement. Et sur la partie juste de mon travail, je pense que tu es entre 2 et 3, je pense. 3%? Ouais. Oui, non, 3 sur 10. Ah, sur 10? C'était sur 10, j'avais dit dans les épisodes antérieurs. Donc, 2 à 3 sur 10. Ouais. Tu dis quoi? C'est que j'ai beaucoup de liens avec ce que tu faisais avant, ou... Alors pour le coup oui, parce qu'effectivement avant de faire de la psychiatrie légale, je faisais de la psychiatrie générale, classique, je travaillais dans un hôpital et donc là effectivement j'avais une partie de consultation des patients que je recevais en consultation dans mon bureau ou que je voyais dans les services hospitaliers dans lesquels je travaillais. Mais maintenant cette partie-là j'en fais plus du tout, c'est vraiment devenu une partie extrêmement limitée de mon travail. Je ne vois plus de patients en réalité puisque je n'ai plus d'activité thérapeutique, je soigne plus les gens, je ne vois maintenant plus que des personnes qu'on dit des expertisés en fait, c'est-à-dire des gens que je vais voir pour des expertises mandatées par la justice, parfois en prison, parfois à l'hôpital, et puis pour un certain nombre d'entre elles, elles viennent dans mon bureau quand même, puisqu'il y en a quand même une grande partie qui peut se déplacer. Puis ça fait depuis combien de temps, donc, cette spécificité-là? Alors, j'ai commencé, en fait, j'ai fait des expertises déjà quand je travaillais à l'hôpital, mais du coup, c'était une portion congrue de mon travail. Aujourd'hui, c'est à 100% depuis décembre 2022. OK. Décembre 2022. À quel pourcentage est-ce que, sur une fréquence, disons, sur une semaine, combien de temps est-ce que tu es obligé de vraiment aller à la prison physiquement?
Alors, en fait, ça dépend un petit peu parce que je vais en prison quand je dois faire des expertises pénales, c'est-à-dire que c'est un procureur qui nous demande de rencontrer un détenu avant son jugement pour déterminer si il ou elle a une maladie psychiatrique, si cette maladie psychiatrique a pu altérer sa responsabilité au moment des faits qui lui sont reprochés et pour évaluer son risque de récidive. Ça, c'est un peu les 3 grandes missions qu'on nous demande dans une expertise pénale. Et pour un certain nombre de personnes avant jugement, elles sont mises en détention, soit parce qu'il y a un risque de récidive, soit parce qu'il y a un risque de collusion, c'est-à-dire que la personne pourrait modifier l'enquête en parlant à des témoins, et soit parce qu'il y a un risque de fuite. Ouais. Les personnes pourraient quitter le territoire, par exemple. Ouais. Donc elles sont alors placées en détention provisoire, et là, on doit aller les voir en prison. Il y en a un certain nombre pour lesquels ces risques ne sont pas considérés comme importants, auquel cas on peut les voir dans nos bureaux. Je pense que je vais en prison 1 à 2 fois par semaine, à peu près. OK. Et puis, en intro, quand je te disais que moi, j'ai toujours eu de la peine, surtout avant de te connaître, à voir la différence entre un psychiatre puis un psychologue. Oui. Je pense que je suis peut-être pas le seul qui te fait cette... je te le confirme. Puis pourquoi, c'est quoi dans les grandes lignes que tu pourrais dire qui est vraiment la grosse différence entre ces 2 métiers-là? Alors, la très grande différence, c'est que les psychiatres ont fait un cursus de médecine, donc ont un cursus scientifique. On a d'abord fait des études de médecine avant de s'intéresser au psychisme humain et à la psychologie d'ailleurs, mais aussi aux neurosciences et notamment au traitement pharmacologique. Le psychiatre, en tant que médecin, peut prescrire des traitements pharmacologiques. Le psychologue s'est tout de suite intéressé au psychisme humain. Ouais. Et n'a pas des compétences médicales qui lui permettent de prescrire des traitements. La grande différence, elle est surtout là. C'est que le psychiatre prescrit, le psychologue ne prescrit pas. Et ensuite, on a des cursus qui se ressemblent par certains aspects. Et les psychologues vont avoir peut-être un peu plus de place laissée à l'exercice et de la psychothérapie notamment. Même si les psychiatres ont aussi une formation très importante en psychothérapie, surtout en Suisse d'ailleurs, ouais. Où l'accent est beaucoup porté là-dessus, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Moi, j'ai fait mes études en France, et en France, pour le coup, on a une psychiatrie qui est une formation qui est moins portée sur la psychothérapie qu'en Suisse. À quel point est-ce que ce qu'on voit à la télé, là, c'est ce gars qui est couché sur le dos puis qui parle de sa mère et tout, donc ça, à quel point est-ce que c'est quelque chose que toi, tu faisais? Alors, je ne l'ai jamais eu fait. Ouais. Parce que le type couché sur son dos qui parle de sa mère, c'est... Alors, non, pas forcément, c'est plus un courant psychothérapeutique. C'est le courant psychanalytique, en fait, qui a été constitué par Freud, pour le dire très rapidement. Désolé pour les puristes. Et le fait de s'allonger sur le divan dans une cure analytique, c'est vraiment devenu un exercice très restreint de la psychiatrie ou de la psychologie et de la psychothérapie. Il y a quelques collègues qui font encore des cures analytiques, mais c'est vraiment... il y en a très peu qui le font, en fait. Ouais. La plupart des situations, en fait, on a les patients qui sont en face de nous maintenant dans nos bureaux. Puis c'est vraiment plus des discussions qui seront portées sur comment ils se sentent et dans l'instant présent, ou est-ce que vous allez quand même rechercher tout ce côté un peu dans leur jeunesse et puis comment ils se sentaient à l'époque? Bon, c'est une question difficile. Il est quand même souvent important, là on parle de psychiatrie générale, oui. Pas forcément d'expertise, mais c'est quand même souvent important de comprendre le parcours des gens pour savoir pourquoi ils ont des difficultés maintenant. Ouais. Donc la plupart des personnes viennent nous voir dans un moment de crise, quelle qu'elle soit. Ça peut être une séparation conjugale, ça peut être un licenciement, ça peut être une décompensation d'une maladie psychiatrique qui existait déjà avant. Et souvent, il s'est passé quelque chose à ce moment-là pour que la crise, elle survienne. Mais pour aider ces personnes sur du long cours, il est souvent important de leur permettre de se comprendre, de comprendre pourquoi on réagit de cette manière, comment on fonctionne, comment notre personnalité fonctionne. Et puis la personnalité, elle se constitue au cours de notre développement, donc de l'enfance, de l'adolescence, en fonction de notre éducation, en fonction de la culture, en fonction d'une partie de génétique. Et donc pour comprendre ça, on a besoin de l'explorer. Et donc, effectivement, c'est quand même pas un mythe de demander que faisait votre mère. Ouais. Alors, on n'en est plus dans une psychiatrie où on va se focaliser sur la mère. Ça, maintenant, c'est une psychiatrie qui est un petit peu critiquée. Donc, on s'intéresse aussi au père, effectivement. Mais on va s'intéresser de manière générale à l'histoire de vie des personnes. Mm-hmm. Et l'objectif, c'est de leur permettre, comme je te disais tout à l'heure, de comprendre leur fonctionnement de la meilleure manière possible. Tu disais tout à l'heure, je sais plus si tu l'as dit, mais un petit peu de découvrir la vérité. Ouais. Alors nous, on lit pas dans la tête des gens et on peut pas leur dire comment elles fonctionnent. Ouais. Il y a que elles qui peuvent nous l'amener finalement. Et puis notre travail, c'est un peu de détricoter ce qui va être amené pour que ça ait du sens pour la personne face à nous. Ouais. Je sais que pour moi, quand je des invités ici, j'aime bien me projeter dans leur métier. Puis je pense que moi, une chose que j'aurais de la peine avec, c'est le côté de... un peu, quand tu vois des gens qui sont un peu en souffrance, là encore plus, je pense, quand tu es dans le côté pénal, quand tu es en prison, je pense que ce truc d'être capable de déconnecter avec ça,
puis de dire, OK, ben, ça fait partie de mon métier, puis les émotions que je ressens face à cette personne qui est en crise sont peut-être difficiles, mais quand j'arrive à la maison, ben là, je suis avec mes enfants, je passe à autre chose, tu vois. Moi, j'ai déjà de la peine à faire ça avec mes élèves, puis bon, pour la majorité, c'est pas des criminels, donc, tu vois, je sais pas si tu vois où je veux en venir avec ma question. Bon, alors, ce que tu dis, c'est un truc pas si simple, en fait, hein, qui, pendant très longtemps, a été passé sous silence, de manière générale, en médecine. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu étais dans les soins, que tu sois médecin, infirmier, n'importe quoi, hein, on prenait pas en compte ta souffrance à toi. Ouais. Et puis, je pense qu'en psychiatrie, on est un peu plus sensible depuis longtemps, et maintenant, ça commence à toucher de manière générale la question des soins. C'est de dire comment tu vis, toi, cet exercice si particulier d'être tous les jours face à des personnes qui sont dans la douleur, ouais, physique ou psychique, et dans mon métier à moi particulièrement, qui ont causé de la douleur, ouais, qui sont dans leur douleur à elles et qui ont causé de la douleur à d'autres. Alors, c'est très variable en fonction des personnes. Tu as des gens qui arrivent très facilement à prendre de la distance avec ça, à couper avec leur métier à la fin du boulot et à rentrer chez eux et à penser à autre chose. Et puis ensuite, pour la majorité d'entre nous, on a des espaces dans lesquels, en fait, on va parler de ça, parler de ce qu'on a ressenti, parler de ce qu'on a vécu face à la personne. Nous, dans l'expertise, toutes les expertises sont faites à deux. C'est quelque chose qui a été mis en place par mon patron il y a plusieurs années de ça, et puis par son patron à lui avant, dans l'idée justement que c'est important de ne pas garder ces trucs-là pour soi tout seul, mais de pouvoir les poser sur la table et d'en faire quelque chose. Non seulement d'en faire quelque chose pour soi, c'est-à-dire de ne pas être gangréné par ces trucs négatifs que tu as dans la tête, mais d'en faire quelque chose aussi pour l'expertiser, en l'occurrence, parce que ce que tu as vécu dans la relation avec l'expertisé, ça vient de toi et ça vient de l'autre. Ouais. Et dans ce qui vient de l'autre, ça va être utile aussi à être analysé et à être intégré dans la vision que l'on a de la personne que l'on a face à nous. Donc on n'est jamais seul avec ces émotions-là, et nous, on insiste beaucoup auprès de nos collaborateurs et pour dire... Il faut que vous puissiez en parler, soit dans des espaces de supervision qui existent, soit auprès de vos proches, soit auprès d'amis, soit auprès de professionnels, etc., etc. Mais de ne pas rester avec ces trucs qui sont parfois lourds à porter, effectivement. Ouais. Et puis, parce que moi, je sais que j'avais lu un article avec des élèves sur le fait que quand toute forme de médecin a de la peine à demander de l'aide, on se problème de dire c'est un peu comme... montrer une faiblesse, d'aller voir un collègue puis dire que ça va pas ou quelque chose comme ça. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui est en train de changer, ou du moins qui par en haut, dont les patrons et tout veulent envoyer le message que il faut qu'on puisse en parler et tout de comment on se sent, même quand on est dans une position d'être psychiatre ou psychologue, ainsi de suite. Alors, je crois que le message dont tu parles, il est effectivement de plus en plus porté par les institutions, par des formations. Tu vois, nous, on va avoir une formation dans 2 mois là, sur la question du traumatisme vicariant, c'est-à-dire le traumatisme que tu vis quand tu es confronté à des situations traumatisantes sans être toi-même dans le traumatisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui tire sur quelqu'un, par exemple, quand il va te raconter son histoire, bah, tu vas vivre un petit peu de manière parallèle ce traumatisme, et quand t'en vis 50 par année, bah, tu peux toi-même commencer à développer des formes de symptômes traumatiques. Donc on va avoir une formation pour ça, tu vois, c'est l'institution qui organise cette formation, et elle est offerte aux collaborateurs de nos services. Comme de formation continue, quoi. Exactement, c'est de la formation continue. Donc je crois vraiment que l'institution, elle a pris ça en compte, on en parle beaucoup dans les formations qu'on fait nous-mêmes. Ensuite, ça ne change pas le fait que pour le moment, les taux de dépression, les taux de burn-out, les taux de suicide sont quand même assez élevés dans les professions médicales, ce qui démontre quand même qu'on continue à avoir un peu de mal à aller chercher de l'aide. Tu parlais de faiblesse tout à l'heure, je pense que justement le message à faire passer, c'est que ce ne soit pas vécu comme une forme de faiblesse. Oui, bien sûr. Et donc, pour que ce ne soit pas vécu comme une forme de faiblesse, bah, il faut en parler en fait. Et donc, il faut continuer par tous les médias possibles, y compris ici à ce micro, de dire que c'est important de pouvoir parler de ses ressentis, de ses vécus, etc. Quand j'avais peut-être 15-16 ans, j'avais une de mes premières copines, ses 2 parents étaient vétérinaires. Tu vas voir le lien que j'essaie de faire. Oui, j'attends avec impatience. On va parler de ma première copine. Tout à fait. Mais ses 2 parents étaient vétérinaires, puis moi, c'était toujours un métier que je voulais faire quand j'étais jeune, parce que j'adore les animaux, tu peux le voir par les 3 que j'ai dans la maison. Mais, et puis ça m'avait un peu épaté, ben pas épaté, mais étonné qu'ils me disent que, en fait, au Québec, c'est un des métiers où il y a le plus haut taux de suicide chez les vétérinaires, parce que tu as un peu cette idée de... je pense au tout début, tu penses, ça va être cool, on va être avec des animaux et tout, mais en fait, la majorité de leur travail, pour eux qui étaient vétérinaires, pour des animaux de compagnie, c'était de devoir euthanasier des chiens, d'avoir des familles qui viennent en pleurs et tout, puis il dit ça prend un poids énorme, et puis on n'a pas nécessairement...
la population globale n'a pas vraiment cette impression que ça pourrait être un métier qui a justement des problèmes dépressifs et ainsi de suite. Mais moi, je me suis toujours demandé si pour des psys ou des psychiatres en plus spécialisés comme toi tu l'es, j'imagine qu'il y a un côté où tu dois t'en attendre parce que tu sais que tu vas être face à des choses qui sont difficiles. C'est pas comme quelqu'un qui pense « Ah, je vais pouvoir jouer avec des petits chiots toute la journée, tu vois? » Je pense que si tu veux faire de la psychiatrie légale, tu sais que tu vas être confronté à des situations extrêmement délicates. Et d'ailleurs, quand on voit des collègues en entretien d'embauche avec mon chef, c'est toujours un sujet qu'on aborde. C'est de leur dire, en fait, vous allez être confronté à des situations d'agression sexuelle, à des situations de pédophilie, à des situations d'assassinat, etc. Comment vous allez vivre ça? Alors forcément, en général, tu y as un peu pensé avant d'arriver là. Donc, peut-être que nous, on est un peu protégés de ça, entre guillemets, mais en moment où je te le dis, je suis pas d'accord avec moi-même. Donc, je pense quand même que même si tu t'y attends un peu, en fait, tu ne sais pas comment tu vas réagir concrètement une fois que tu y es confronté. Et puis, l'autre problème, c'est que tu as aussi une fatigabilité à être confronté à ces histoires-là. De la même manière que les collègues policiers, par exemple, qui prennent des plaintes tous les jours. Pendant 10 ans, tu peux réussir à prendre des plaintes sans problème et à entendre les pires horreurs qui soient. Et puis tout à coup, il y a une fois où tu vas entendre un truc qui va te faire dégoupiller et tu vas pas t'y attendre en fait. Donc je pense que, à mon avis, le message important à faire passer, c'est de dire que tu t'y attendes ou pas, il faut y être attentif tout le temps. Et tu y es plus facilement attentif si les collègues autour de toi sont sensibilisés à cette question et que finalement, on est tous un peu attentifs les uns aux autres. Et ça, c'est aussi un message que en l'occurrence mon patron essaye beaucoup d'amener dans l'unité dans laquelle je travaille, c'est de dire que vu ce qu'on fait comme job, il faut s'attacher au fait qu'il y ait de la bienveillance au sein de l'équipe. Parce que si on n'y arrive pas, on va nous-mêmes créer une forme de maltraitance institutionnelle en fait. Donc il faut qu'il y ait de la bienveillance et il faut qu'on puisse entendre nos difficultés et les difficultés des autres si elles veulent en parler. Je me souviens une fois que tu m'avais parlé, là, je pense que je me demande si c'était pas quand tu étais dans ton autre spécialisation, justement, mais je me souviens que tu m'avais parlé d'un cas où tu avais eu parlé avec un détenu, et puis tu t'étais retrouvé dans une position où toi, tu avais fait une analyse de ce détenu, et puis en fait, étant donné que tu as fait cette analyse à deux, quand on a pu en parler avec ton chef, tu t'es rendu compte que en fait, il y avait peut-être un côté sentimental qui était venu te chercher, et puis que toi, tu croyais quelque chose qui, en fait, lui, il t'a dit, mais fais attention, je pense qu'il est en train de te faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Moi, ça m'avait super intéressé parce que je me dis à quel point est-ce que toi, tu te dis, mon Dieu, j'ai failli faire un faux jugement, j'ai failli, tu vois, à quel point est-ce que tu le prends sur toi de dire, j'aurais pu commettre une erreur, tu vois. En fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait toutes les expertises à deux. C'est l'idée que tu peux tout à fait te laisser embarquer par tes émotions, ton vécu à toi, ton histoire à toi, et il va y avoir quelque chose dans la personne qui est en face de toi qui va te toucher, qui va te parler, et qui va te faire voir une partie de l'image, mais pas l'image en entier. Et effectivement, si tu rends ton expertise en ne décrivant qu'une partie de l'image, bah, l'image est incomplète et donc les conclusions sont probablement incomplètes. L'idée de le faire à deux, c'est de minimiser ce risque. C'est-à-dire que la personne avec qui tu travailles, elle n'a pas la même histoire que toi, elle n'a pas le même vécu que toi, elle n'a pas les mêmes réflexes que toi. Et donc, on va avoir deux images de la personne qui vont... En plus, ça va faire 1 + 1 = 3 parce que ces deux images, on va en parler beaucoup et donc on va aller chercher dans les angles morts de chacune des deux images et on va essayer comme ça d'avoir une vision la plus complète de la personne. Si on faisait les expertises tout seul, le risque que tu décrivais là dans ta question, je pense qu'il existe et il est même important parce que tu vas avoir une vision biaisée de la situation. Même petite. Le problème, c'est que les enjeux dans une expertise sont tellement importants puisqu'il s'agit... Que même un petit biais. C'est ça. Même un petit biais peut avoir des conséquences majeures sur la privation de liberté de la personne. Donc, ta question, elle est extrêmement importante. Je le redis, je sais que ça te fait du bien. Mais parce que pour nous, c'est un argument principal pour dire on fait les expertises à deux. Il y a à la fois le fait de prendre soin des experts et il y a à la fois le fait d'avoir une vision la plus... J'ai pas envie de dire objective parce que mon chef de service va m'engueuler si je dis ce mot-là, mais la plus fine possible de la situation de la personne expertisée. Ouais. Et puis, est-ce que ça t'est déjà eu arrivé? Parce que là, je pense que vous étiez vous en avez discuté et puis ça s'est bien résolu, mais est-ce que c'est déjà arrivé que tu ailles avec quelqu'un qui t'a fait une expertise de dire, alors moi, je suis pas du tout d'accord avec la façon de voir, et puis si c'est le cas, comment est-ce que vous avez géré ça? Alors, ça m'est jamais arrivé à ce jour. En revanche, notre service a des procédures qui prévoient ce cas de figure. C'est-à-dire qu'en fait, une expertise, on dit qu'on fait de la co-construction. On le travaille à deux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir raison et l'autre qui a tort. Alors, c'est même indépendant de la question de l'expérience, de la
question du job, parce que je travaillais avec des psychologues, je travaillais avec des médecins assistants, etc. Et puis avec mon patron qui a 20 ans d'expérience dans le domaine. Mais si on devait ne pas être d'accord, on fait toujours intervenir une troisième personne. Ouais. C'est-à-dire que la plupart du temps, si on n'est pas d'accord, on va voir le chef de service en disant, voilà, on a cette situation, moi je pense ça, lui il pense ça. Et en général, il nous dit, pourquoi tu penses ça toi ? Pourquoi toi tu penses ça ? Et puis finalement, quand tu discutes, à la fin, on arrive à trouver un consensus. Sans que lui ait même besoin d'intervenir. Ouais, tout à fait. Donc, non, c'est... L'objectif, c'est... On peut pas rendre une expertise dans laquelle il y en a un qui est pas d'accord avec les conclusions, puisqu'on la signe tous les deux. Donc, il faut que les deux soient d'accord, il faut que les conclusions témoignent de ce consensus, finalement. Ouais. Ça me fait rire parce que là, ça fait 2 épisodes de suite où on a un peu une réponse qui est similaire, c'est-à-dire même avec Léna, mon amie qui est avocate, elle disait que j'avais posé la question de comment tu fais quand tu as 2 avocats, tu sais, puis c'est en fait, il faut juste se sortir de l'équation, tu vois, de dire, telle personne a tel but, moi j'ai tel but, et puis en fait, on cherche pas à nuire à l'autre à un niveau personnel, tu vois. Ça, c'est assez intéressant. Je vois qu'il y a quand même des liens comme ça qui se retrouvent entre les différents métiers. On va passer maintenant à ton parcours. Comment tu t'es rendu à ce métier-là? Est-ce que c'est pour toi quelque chose que tu sais depuis que tu es tout petit, que tu as envie d'aider les gens, tu as envie de faire beaucoup d'argent? On pourra aussi en parler si tu veux. Alors, pas du tout. Moi, quand j'étais petit, je voulais faire vétérinaire, comme toi. Après, j'ai plus aimé les animaux, donc du coup, même si je pouvais les euthanasier, j'ai pas voulu continuer dans cette voie-là. Si t'avais su. Si j'avais su. Après, j'ai voulu faire pilote de ligne. Oui. Et puis, en terminale, donc la dernière année du lycée en France, je savais pas ce que je voulais faire. Et je m'étais dit. T'arrives à juste nous dire c'est quel âge quand tu dis terminale? 17-18 ans. 17-18 ans, ok. Et je me suis dit quand même, faire un métier où tu es utile pour d'autres, ça peut peut-être être pas mal. Et donc je voulais faire de la psychologie en l'occurrence, parce que je voulais surtout pas faire des études de médecine, puisque je te rappelle que je fais des malaises dès que quelqu'un saigne devant moi. Donc je m'étais dit, les études de médecine, c'est pas pour moi. Et puis finalement, en France, les études de psychologie sont assez bouchées, c'est-à-dire qu'il y a énormément de monde qui en fait pour peu d'élus. Donc on m'avait recommandé d'aller plutôt en médecine pour faire de la psychiatrie. Et puis en disant, en plus, il y aura peut-être d'autres choses qui te plairont dans le parcours. Donc j'ai fait des études de médecine, j'ai fait un certain nombre de malaises aux urgences devant des plaies de différentes tailles, ce qui fait toujours beaucoup rire mes collègues. Et effectivement, l'avantage des études de médecine, c'est que tu vois beaucoup de choses. Donc pendant mes études, j'ai hésité à faire de la pédiatrie, de la médecine générale, mais la psychiatrie m'avait quand même beaucoup plu. En France, on fait 6 ans de médecine et puis à la fin des 6 ans, on a un concours national dans toute la France. En fonction de ton classement, tu choisis ce que tu veux faire comme spécialité et la ville où tu veux exercer. Et moi, j'ai pu faire psychiatrie, ce qui n'était pas très compliqué puisque c'est pas du tout la spécialité préférée, malheureusement. C'est même une spécialité qui est peu choisie, ce qui est dommage. Et donc, j'ai finalement fait ce choix de la psychiatrie en France. Donc, tu vois, j'étais pas du tout en psychiatrie légale au début. À l'époque, je regardais Esprit criminel. Je sais pas si tu connais cette série. Si tu me le dis en anglais, peut-être que je... Criminal Minds, sans doute. Ah oui, bien sûr. Et je m'étais dit, ça peut quand même être intéressant ce truc. Mais je me sentais trop jeune pour me confronter à ce truc-là. Et je pense que j'avais raison. Parce que clairement, j'avais pas du tout la maturité pour le faire. Donc j'ai fait ensuite mes études de psychiatrie, toujours en France. Je me suis beaucoup intéressé aux troubles bipolaires. Ça a été vraiment J'ai rencontré des collègues qui m'ont intéressé à ça pendant longtemps. Mais donc voilà, je me suis un peu spécialisé dans cette approche du trouble bipolaire. Je me suis formé à la psychothérapie, et notamment à la psychothérapie du trouble bipolaire. Et puis je suis arrivé en Suisse en 2017. J'ai d'abord travaillé dans un cabinet libéral. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. J'ai rencontré des gens... géniaux qui m'ont fait confiance et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au CHUV comme médecin cadre à l'hôpital de Prangin où j'ai travaillé pendant 3 ans. Tu travaillais quand on s'est rencontrés? Exactement, ouais. Donc moi j'étais responsable d'une partie de l'hôpital à Prangin. Ça a été une expérience assez extraordinaire parce que c'est un petit hôpital, Prangin. On est entre Nyon et Morges, donc sur la côte entre Genève et Lausanne pour les non-suisses qui écouteront très nombreux ce podcast. Et puis là, c'était la gestion d'un petit hôpital dans un grand ensemble parce que Prangin fait partie du CHUV et fait partie du département de psychiatrie. Donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de conforter un certain nombre de connaissances que j'avais en psychiatrie. Et c'est là que j'ai commencé à faire des expertises. Et moi, je voulais pas faire d'expertise sans être formé, donc j'étais allé rencontrer le patron des expertises, qui est mon patron actuel, qui m'avait parlé d'une formation et qui m'a dit, mais surtout, on va en faire quelques-unes ensemble. Et faut pas que je faillote trop dans ce podcast parce que probablement que lui va l'écouter et puis je voudrais pas que... Qu'ils se disent, c'est grâce à moi. Ouais. Mais en fait, moi, je suis assez persuadé... On s'est vachement bien rencontrés en fait avec mon chef. On s'est beaucoup entendu sur beaucoup de choses professionnelles et non professionnelles. Et puis à un moment donné, j'ai voulu changer d'orientation. Les expertises
me fascinait. Ça m'intéressait vraiment, cette question de prendre le temps de se poser la question du diagnostic. J'avais l'impression qu'à l'hôpital, on avait de moins en moins de temps pour le faire parce qu'on a beaucoup de patients qui viennent et puis il y a une pression de faire les choses le mieux possible, mais quand même rapidement. En expertise, cette pression, elle est là, mais la question du mieux possible est tellement importante au vu des enjeux qu'on prend plus le temps de faire la question diagnostique. Et puis, je trouve que moi, j'étais assez intéressé intellectuellement par la question du lien au droit. Quand j'écoutais ta pote avocate que tu as fait venir, là, je trouve que c'est un boulot assez fascinant. Je trouve le boulot de juge assez fascinant. Et je trouve que la question des libertés, des droits, etc. est tout à fait intéressante. Et il se trouve qu'il y avait un poste de libre à ce moment-là dans l'unité de psychiatrie légale. Et donc, je suis arrivé. Sauté dessus, quoi. J'ai sauté dessus, effectivement. Et je le regrette pas parce que je trouve que le boulot qu'on fait est très particulier dans la psychiatrie, hein, parce que, comme je te disais tout à l'heure, je soigne plus les gens. Je suis ce truc-là, cette identité de médecin où tu soignes les gens, je l'ai plus du tout. Par contre, je me sens toujours autant psychiatre parce que, pour le coup, je fais de la psychiatrie toute la journée, vraiment à 100%, parce que je dois faire de la clinique, déterminer des diagnostics toute la journée, déterminer en quoi les symptômes ont un impact sur la façon qu'a eu la personne de se comporter, déterminer si cette personne, elle peut vivre en autonomie. Ça, c'est ce qu'on fait dans les expertises civiles où les personnes doivent avoir une curatelle ou ce genre de choses. Et donc, je pensais pas faire de la psychiatrie légale. C'est vraiment pas un truc que j'avais imaginé plus que ça dans ma carrière. Et finalement, j'y suis tombé par des hasards de rencontres. Et j'y suis tombé avec beaucoup de plaisir actuellement. Tu as parlé avant de le fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'inscrivent en psychiatrie, puis tu disais que c'était dommage. Est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas un peu du côté que, en fait, ce qui nous fascine plutôt dans tout ce qui est psy, c'est plutôt le côté, justement, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce côté un peu psychologue, justement. Et puis c'est peut-être pour ça que les gens ne s'intéressent pas nécessairement à la psychiatrie. Le côté où, tu vois, justement, nous, on pense que c'est « Ah oui, je veux écouter la vie des gens et puis essayer de les aider avec ça », plutôt que le côté médical, justement, que tu viens de un peu nous raconter. C'est dur de parler pour la population. Mais c'est clair. Non, mais bon, il y a des études qui ont été faites pour poser ce genre de questions. Alors, c'est bien sûr multifactoriel, mais dans nos études de médecine, la psychiatrie est déjà une spécialité un peu à part, parce que c'est pas une spécialité hyper biologique, par exemple. Il y a peu d'examens biologiques, il y a peu d'examens. Tu touches pas beaucoup les patients en psychiatrie. Et puis, c'est donc pas la spécialité qui est la plus valorisée. Tu parlais aussi des aspects financiers, c'est une vraie question, je pense. La psychiatrie, ça fait partie des 5 spécialités les moins payées des 30-40 spécialités médicales qui existent. Donc, si tu veux, au moment de choisir ta spécialité, si tu as le choix entre faire de la radiologie, qui est une des spécialités les mieux rémunérées, et de la psychiatrie, en fait, malgré tout, il y a des gens qui vont... c'est pas un jugement du tout, d'ailleurs, je comprends, qui vont choisir la radiologie parce que il y a une question de confort de vie, notamment financier. Mais en France ou en Suisse? Les deux. En fait, tu as des classements des salaires par spécialité, et puis... alors, quand tu travailles au CHUV, on a quasiment tous le même salaire. Mais quand tu travailles en libéral, c'est pas du tout les mêmes grilles salariales. C'est pour ça que, je t'avais déjà raconté une fois, mais quand j'entends les débats sur les salaires des médecins, ça veut rien dire, les salaires des médecins, en fait. Il y a vraiment des médecins qui touchent beaucoup plus que d'autres. Et puis par ailleurs, parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas du tout que la question financière, je pense aussi que c'est pas du tout le même job d'aller effectivement passer 45 minutes devant une personne à l'écouter que d'aller passer dans un bloc opératoire 4 heures à opérer quelqu'un qui dort. C'est pas du tout les mêmes compétences, c'est pas du tout les mêmes responsabilités, c'est pas le même intérêt, etc. Donc c'est multifactoriel. La conclusion, c'est qu'en tout cas, la psychiatrie est en ce moment assez en souffrance. Alors, c'est encore plus vrai en France qu'en Suisse, mais on a quand même des difficultés de recrutement qui sont assez importantes actuellement, finalement, en psychiatrie. Alors que c'est le plus beau métier du monde. C'est ça qu'on attendait que tu rajoutes. Bien mais sûr. c'est drôle que tu dises que c'est pas justement le plus payant, parce que vu que tu es arrivé en Lamborghini, je me suis dit, tu vois... Je l'ai garé à côté de ta Porsche, bien sûr. J'ai refait le même gag qu'avec Arnaud, parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec le premier invité que j'ai eu, parce qu'il y a plein de gens qui pensaient que j'étais sérieux, puis ils disaient, tu sais, je sais pas si j'aimerais ce gars-là, s'il se prenait en Lamborghini. Je dis, non, mais c'était une blague, clairement, avec sa vieille Golf. Je pense qu'il faut relativiser. Quand on est médecin, on a des salaires qui sont des hauts salaires. Je veux pas du tout cracher dans la soupe, mais par contre, effectivement, la psychiatrie, je crois que c'est avec la pédiatrie, la médecine générale, c'est parmi les spécialités qui sont les moins bien rémunérées, en fait. Bon, ça, je l'ai vu un peu avec prof. Il y a aussi tellement de salaires différents selon si tu es au primaire, à l'université et tout. Donc, est-ce que toi, tu avais des gens autour de toi qui ont exercé ce métier-là, ou c'est vraiment
Pas du sorti tout. de nulle part. Non, j'avais aucun de mes parents n'est médecin ou psychiatre. Ma mère est mère au foyer, ce qui est une forme de psychologue de très haut niveau pour le coup, parce qu'il faut gérer. On était 4, donc il faut gérer 4 gosses. Ouais. Et mon père était fonctionnaire en France. Je pense pas qu'il y ait tant de médecins que ça dans ma famille. Je pense qu'il y en a même pas. Ouais. Et j'avais une cousine qui faisait de la psycho. Donc et qui d'ailleurs avait fait son mémoire en psychiatrie légale, en psychologie légale. Je m'en rends compte avec le temps maintenant. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, ça fait 4 invités que j'ai, et puis les 4, quand j'ai posé cette question, ils m'ont tous dit non, il n'y a aucun rapport. Puis c'est intéressant parce que si je pense à mon parcours, il n'y a personne dans ma vie qui est prof, donc c'est assez... Moi, j'ai toujours eu pensé qu'on était quand même influencé par les gens immédiatement proches de nous. Puis en fait, je me rends compte que peut-être que non, en fait. Alors pour le coup, moi, je pense que j'ai quand même été influencé par mes potes, parce qu'en fait, le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre d'étudiants reçus, avait augmenté en France dans les années autour de mon bac, de la maturité suisse. Et donc, beaucoup de gens faisaient médecine. Et je pense que j'avais été influencé par ça. On a été, je pense, de ma classe, on a dû être une dizaine ou une quinzaine à aller en médecine la même année, tu vois. Donc, mais effectivement, mes parents m'ont laissé une grande liberté dans les choix professionnels que je voulais faire. Ils étaient bien sûr plutôt contents que je fasse de la médecine parce que t'es une certaine sécurité de l'emploi quand même. Mais non, moi, j'ai pas du tout été poussé à ça. Est-ce que tu dirais que, disons, quelqu'un qui pense aller dans ces études-là, c'est quoi que tu dirais qui est vraiment quelque chose qui est difficile? Qu'il faut s'attendre à qui là, il va falloir, tu vois, comme par exemple, quand j'ai posé cette question à Léna, elle a dit faut être très assidu, il faut aimer lire parce que tu as une petite d'articles de loi à lire et tout. C'est quoi la plus grande difficulté, tu penses, pour quelqu'un qui s'apprête à faire, disons maintenant, des études en psychiatrie? Alors, je pense qu'il faut différencier les études de médecine puis les études de psychiatrie. Les études de médecine, elles sont difficiles, elles ont cette réputation d'être difficiles. Tu dois ingurgiter énormément de connaissances, de bouquins, de trucs. Moi, j'ai pas été très épanoui pendant mes études. Je trouvais que c'était pas très passionnant. Et puis tu t'embrasses tellement. J'ai adoré être en stage à l'hôpital, mais par contre les études, je trouvais ça assez chiant. Mais donc voilà, il faut se préparer à ça. La première année est très sélective, donc il faut bosser comme un malade en première année. Et puis en général, on vous dit mais après c'est tranquille, et en fait c'est pas vrai. Et après c'est pas tranquille. Donc il faut s'attendre à beaucoup travailler pour faire de la médecine. Ensuite, une fois que tu fais de la psychiatrie, je pense que la difficulté en psychiatrie, que moi on m'a jamais apprise, c'est qu'en fait c'est quand même pas tout simple d'être confronté tous les jours à des gens qui vont pas bien, des gens qui sont tristes, des gens qui ont envie de mourir, des gens qui sont pas dans la même réalité que toi. Et quand tu travailles à l'hôpital, la difficulté supplémentaire, c'est que c'est pas tous les jours simple de travailler avec des gens qui veulent pas être là. C'est-à-dire qu'une partie de la spécificité de la psychiatrie, c'est que tu soignes des gens sous contrainte, considérant que leurs troubles ne sont pas soignables autrement, en fait, et que donc ils doivent être à l'hôpital. Et donc, tu vas pas faire partie de ces spécialités qui, à Noël, reçoivent 50 kilos de chocolat. Y a une gratitude qui est relative en psychiatrie, je trouve. Et ça, c'est pas tout simple, en fait, parce que tu fais ton job du mieux possible. Moi, j'ai collaboré avec des collaborateurs et des collaboratrices extraordinaires qui bossent comme des malades et qui se font mal voir par les familles, mal voir par les patients, mal voir par le système, etc. Et ça, je pense que cette ingratitude, elle est un peu là en psychiatrie, elle est pas toujours simple. Elle n'est pas... Enfin, il n'y a pas que ça, hein, loin de là. Hein, encore une fois, c'est un boulot extraordinaire pour bien des aspects. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est quelque chose qu'on réfléchit pas. Toi, tu me le dis maintenant, puis en fait, je dis, it makes sense, ça fait sens, mais j'avais compris. Oui, mais je l'ai dit pour les autres. Mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé que c'était le cas. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment une spécificité de la psychiatrie. Alors, je voudrais surtout pas transmettre le message que c'est 90% de notre temps. C'est loin d'être le cas. Et encore une fois, quand tu sors quelqu'un d'une dépression, par exemple, c'est hyper gratifiant et les patients sont très reconnaissants, etc. Mais il y a une partie de ton job où tu dois gérer une part d'ingratitude parce que tu es dans des situations extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles, extrêmement conflictuelles. On intervient quand même dans des moments de crise familiale, conjugale, etc., etc. Et donc, forcément, quand tu interviens là-dedans, tu ne prends pas parti. Et donc, il y a des gens qui vont trouver que tu fais trop ça ou pas assez ça. Et ça, je pense, c'est dur. Et donc, il faut s'y préparer parce que si on s'y prépare pas, ça peut être une sacrée déconvenue, quoi. Est-ce que tu arrives à nous dire, vu que tu dis que tu as fait tes études en France et puis là, tu travailles en Suisse, c'est quoi, disons, tu dirais que les plus grandes différences entre la façon de faire en France puis en Suisse?
Alors, pour moi, la plus grosse différence, c'est l'accent mis sur la pharmacothérapie d'un côté et la psychothérapie de l'autre. Je trouve qu'on a une formation en France de pharmacothérapie et de diagnostic précis comme ça qui est d'excellente qualité. Ouais. Par contre, on a vraiment une formation à la psychothérapie qui est minimaliste, qui l'était à mon époque. Hein. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à mon époque, en gros, soit tu t'engageais volontairement dans un cursus de psychothérapie, soit tu finissais ton internat sans avoir de connaissances particulières là-dessus, puis c'était comme ça, c'était pas grave, tu finissais quand même psychiatre. En Suisse, c'est pas du tout le cas, tu as vraiment un fort accent qui est mis sur la formation en psychothérapie, et les collègues suisses sont réputés d'ailleurs pour ça. J'ai pas mal de collègues français qui sont venus en Suisse pour se former à la psychothérapie. L'autre chance que l'on a en Suisse pour le coup, c'est que l'état de la psychiatrie française est catastrophique actuellement. Il y a vraiment des grandes difficultés, alors de recrutement, mais de financement. Enfin, bon, bref, c'est une catastrophe. On n'en est pas là en Suisse, clairement. Je trouve qu'il y a quand même plus de moyens qui sont donnés pour répondre à la problématique de la santé mentale. De manière générale, hein, la Suisse est un des pays les mieux dotés en psychiatres et en psychologues dans le monde, hein, et parfois de très très loin. Alors, il y a des disparités cantonales, mais le canton de Vaud est plutôt bien doté. Donc, pour le coup, je trouve que moi, j'ai connu des conditions de travail de meilleure qualité. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, il y a des difficultés aussi, mais de meilleure qualité en Suisse par rapport à la France, d'assez loin quand même. Si, par exemple, ta femme te demandait hey, « Est-ce qu'on retourne en France parce que pour X et Y raison », est-ce que tu serais capable de faire le cap, de dire « Ok, ben, je me réajuste au système français » ou est-ce que tu serais plutôt du genre à dire, écoute, ça va peut-être l'opportunité pour essayer de faire autre chose ou de me spécialiser dans autre chose? Ou est-ce que tu serais capable de faire exactement ce même job-là en France? Alors, la réponse est clairement non, parce que ce même job n'existe pas en France. Ah oui. C'est-à-dire que faire de la psychiatrie légale... Donc non. La réponse est non, hein, non, ça c'est très clair. Alors si Yolène me dit, mon épouse me dit il faut qu'on rentre en France, bien sûr que je l'entends et qu'on discute. Je dis pas que je lui dis non, c'est comme ça, mais en revanche je ne pourrais pas faire le même job en France, ça on en a tous les deux conscience, parce qu'en fait la psy légale en France, elle est pour le moment extrêmement peu valorisée. D'ailleurs j'ai quelques collègues français qui se battent pour essayer de la valoriser plus, mais typiquement, moi actuellement je bosse dans un centre universitaire de psy légale à 100% et je ne fais que de l'expertise tout le temps. Ça, à ma connaissance, ça n'existe pas en France. Ouais. Donc, clairement, actuellement, j'ai pas du tout envie de me spécialiser dans autre chose. Je suis au début de ma spécialisation en psychiatrie forensique. Ouais. Donc, j'ai envie de m'investir à 100% là-dedans. Et professionnellement, j'ai aucune envie de rentrer en France. Ça, c'est clair. Quand tu dis que tu fais que de l'expertise, ça veut dire que c'est toujours avec les mêmes patients ou est-ce que je me rends pas du tout compte de la quantité de gens qui ont besoin de ces expertises-là. Donc, dans une semaine normale, est-ce que tu es toujours avec les mêmes patients ou est-ce qu'il y en a tellement qu'en fait, à chaque jour, tu dois un peu t'ajuster, changer, voir des nouveaux patients? Pour te donner une ordre d'idée, on fait à peu près entre 200 et 250 expertises par an. Dans l'unité, ah oui, il y a une centaine d'expertises pénales et à peu près 100 à 150 expertises civiles. Puis toi, tu t'occupes juste des personnes qui vont être dans telle prison ou est-ce que c'est tous les prisons des alentours? En fait, les expertises sont attribuées au fur et à mesure qu'elles arrivent en fonction du temps que tu as, est-ce que j'en ai fini une, j'en prends une nouvelle, etc. On a plutôt pas mal de boulot que pas assez, clairement. Ouais. Et la difficulté qu'on a d'ailleurs, c'est affiner les expertises dans le délai qui nous est demandé parce que ça prend du temps de faire une expertise. Donc finalement, tu vois, les 250 expertises, elles sont réparties entre tous les collaborateurs de l'unité. Et puis, on en fait un certain nombre en première ligne, c'est-à-dire que c'est nous qui allons nous occuper de la majorité de l'expertise, et un certain nombre en deuxième ligne, c'est-à-dire qu'on va rencontrer l'expertisé avec l'expert de première ligne, et puis on va ensuite faire la discussion pour pouvoir faire la rédaction de l'expertise. Mais non, sur une même semaine, je pense que je vois une quinzaine en fait de situations différentes parce que tu as c'est toutes les situations que tu es en train de traiter en ce moment finalement. Ouais. La personne que tu vas voir en prison, la lecture du dossier. Alors ça m'a fait rire quand j'entendais l'avocate parce que ça, je pense, c'est une partie du boulot qu'on a en commun. On lit énormément de dossiers, civils ou pénaux. Tu as tout un temps de rédaction puisqu'on rend un rapport d'expertise. Notre seul rendu de travail, c'est ce rapport d'expertise finalement. Ouais. Personne ne voit le reste du boulot qu'on fait. Mais donc, on passe beaucoup de temps à rédiger ces rapports pour que ce soit des rapports de qualité finalement. Et donc, entre le temps de rédaction, le temps de lecture et le temps d'entretien, c'est à peu près ça qui structure ma semaine.
Alors moi, j'ai des fonctions de médecin cadre, donc en plus, j'ai des fonctions de management, des fonctions institutionnelles, finalement, au sein du département de psychiatrie du CHUV, et puis des fonctions d'enseignement et des fonctions de recherche qui sont à côté de tout ça. Si tu regardes ton parcours, et puis donc ce qui t'a mené à ce que tu es maintenant, c'est quoi tu dirais qui est ta plus grande force qui t'a permis de faire ce boulot-là? En quoi est-ce que tu penses que tu es un bon psychiatre grâce à cette habileté que tu as? Est-ce que c'est ta facilité de parler avec les gens que tu as très bien? Est-ce que c'est ta belle barbe? C'est quoi, tu penses? Je l'ai pas toujours eu. Je pense qu'une de mes grandes forces, c'est que je suis quelqu'un d'enthousiaste. Moi, Alors, je pense que la psychiatrie m'a appris ça. Je trouve que, et la médecine, on voit des choses tellement tristes et dramatiques que, d'ailleurs, ma femme, parfois, est agacée quand je dis ça, mais moi, je me dis, il faut qu'on profite de ces moments qu'on vit en permanence, et ça m'anime pas mal comme philosophie. Même moi, tu m'as saoulé juste en disant ça. Ouais, tu vois. Salaud. Non, mais moi, je suis habité par ce truc-là. Je dis pas que j'y arrive toujours, hein, par moments, je suis de mauvaise humeur, etc., mais je suis quand même, j'essaye d'être quelqu'un d'enthousiaste et d'être motivé, de faire des choses. Et ça, je pense que c'est une force que j'ai. Et c'est aussi une force dans mon travail vis-à-vis à l'époque avec des patients, parce que je mets cet enthousiasme dans la psychothérapie. C'est-à-dire que j'ai envie que les choses avancent, les choses aillent mieux, etc. Certains collègues psychothérapeutes pourraient d'ailleurs dire que c'est pas bien faire son travail de psychothérapeute que de faire ça. C'est un débat d'école. Et dans mon boulot d'expert, je veux dire, cet enthousiasme-là, bien sûr, je le traduis moins parce que tu peux pas être enthousiaste quand tu vas voir quelqu'un en prison qui vient de commettre un méfait, mais j'essaie de l'avoir au sein de l'équipe avec laquelle je travaille. Et tu vois, en venant de parler aujourd'hui, j'essaie de mettre de l'enthousiasme pour défendre ce que je fais, parce que je crois que c'est un boulot important et extrêmement intéressant. Donc ça, je pense que c'est une de mes forces. Toi, tu as 3 enfants à la maison. Oui. Et puis, une de mes forces aussi. Une de tes forces, d'avoir survécu à avoir 3 enfants. Mais ils arrivent en âge à se poser des questions sur... je sais qu'on en a parlé quand on allait à Cannes de ton plus vieux qui commence un peu à se poser des questions sur ce qu'il veut faire dans la vie et tout. À quel point est-ce que toi, tu veux t'intégrer dans ce choix-là, puis de le guider, puis à quel point est-ce que tu dis c'est pas moi qui veux le forcer à faire telle ou telle chose. Tu as parlé toi-même que c'est pas nécessairement tes parents qui t'ont poussé là-dedans, donc je pense qu'il faut aussi que tu fasses confiance à ton fils comme toi tu t'es fait confiance à toi. À quel point est-ce que cette décision est importante pour toi et ta femme? C'est une belle question. Encore une fois, une très bonne question, quoi. J'ai pas dit bonne, j'ai dit belle. Non, mais je dis que c'est une belle question parce qu'elle m'anime beaucoup, effectivement, parce que mon fils veut faire youtubeur ou footballeur professionnel. Ce qui, bien sûr, n'est pas sans faire naître en moi quelques angoisses, quand même. Bien sûr. Et c'est de savoir dans quelle mesure, et on arrive à en discuter facilement avec lui, avec mon épouse, dans quelle mesure on l'encourage dans ses aspirations, tout en essayant d'être dans un truc réaliste malgré tout. Et je sais pas encore jusqu'où ça ira, donc je suis en découverte de cette expérience là, effectivement. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te stresse ou pas du tout? Oui, bien sûr, ça me stresse. Je trouve que c'est... je suis stressé à l'idée du monde dans lequel vont vivre nos enfants, et puis je suis stressé à l'idée que mon fils se retrouve dans un travail peut-être difficile ou dans un travail qui lui permette pas de subvenir à ses besoins correctement, etc. Donc ça me stresse. J'essaye de pas lui faire porter ce stress-là, justement. C'est un truc qu'on essaye plutôt de discuter avec mon épouse. Et puis j'espère que ça n'aura pas un impact trop important sur son choix de carrière. Surtout que si je reste accroché à l'idée qu'il finira peut-être footballeur professionnel et puis que ça résoudra un certain nombre de problèmes financiers. Puis tu dirais quoi s'il viendrait de voir, tu dirais hey, papa, j'aimerais ça être psychiatre? Je pense qu'au fond de moi, je serais assez favorablement touché quand même, parce que je trouve que ça veut quand même dire que tu as réussi à transmettre une vision de ton métier suffisamment excitante pour qu'un de tes gamins ait envie de le faire. Oui, mais ça montre à quel point t'aimes ton métier, parce que je pense que si tu l'aimes pas, justement, tu dirais non, il faut surtout c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc, et après, je pense quand même que, je sais pas, pour le moment, pas du tout. Il n'a pas du tout envie de faire ça. Je pense que je lui dirais juste que si c'est ce qu'il a envie de faire, je suis heureux pour lui. Je suis vraiment heureux pour lui. Et puis, est-ce que tu partages... Ou elle, d'ailleurs, parce que peut-être les filles voudront faire ça. Mais est-ce que tu partages tes expériences au travail avec tes enfants, ou c'est des choses quand même assez avancées et puis assez humainement compliquées pour eux? Depuis que je suis en psychiatrie légale, un peu moins. Parce que les situations cliniques sont bien sûr des situations particulièrement complexes. Mais je pense quand même qu'ils entendent parler de mon travail régulièrement à la maison, tu vois, donc... Être médecin, c'est avoir des gardes. Donc, de temps en temps, mon téléphone sonne pendant que je suis à la maison, les week-ends, les nuits, etc. Donc, ils en entendent parler. C'est pas un sujet qu'on aborde plus que ça non plus. Ok.
Je pense qu'ils ont plus l'impression que je fais beaucoup de jeux de société que T'en achètes surtout beaucoup, je pense, surtout ça. Mais dernière question pour toi, Benji. On arrive déjà au bout. Et puis, c'est la question qui tue, parce que c'est la première question à laquelle j'ai pensé quand je savais que tu allais venir ici. Et puis je sais que je t'en ai déjà parlé, mais à quel point est-ce que dans la vie de tous les jours, quand tu parles avec des gens, tu les analyses quand même pas un petit peu? Eh bien, pas du tout. À 0% à peu près. Ça, c'est clairement. Je sais que nous, on fait souvent le gag que tu dis qu'en fait, tu devrais me facturer pour les heures où je te parle de mes problèmes. Mais toi, c'est différent. Toi, c'est différent. Non, mais j'imagine que je suis pas le premier à t'avoir fait ce gag-là. Ça, c'est la plus grande idée reçue des psychiatres, psychologues. C'est ça. Moi, j'aimerais que tu me dises à quel point c'est ta chance de défendre tous les psychologues et puis les psychiatres en ce moment. Moi, je suis persuadé, si tu veux, dans mon... en fait, analyser quelqu'un, je me sens pas clairement dans cette identité-là. J'ai pas l'impression que j'analyse quelqu'un. Tu vois, t'essayes de comprendre un peu le fonctionnement d'une personne et tu peux pas le comprendre si la personne collabore pas. Même moi, dans une expertise, si un expertisé ne me répond pas, je peux pas répondre aux questions qu'on me donne. Bien sûr. D'ailleurs, tu disais que j'étais là pour découvrir la vérité. C'est pas du tout mon job. La personne peut me mentir. Je suis pas là pour dire ce qu'il dit est juste ou faux. On est là pour décrire un fonctionnement. Alors, c'est évident que quand on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, ce qui est quand même notre cas à tous les deux, bien sûr, il y a des traits de fonctionnement qui nous apparaissent probablement au fur et à mesure qu'on se côtoie. Mais si je vais boire un coup avec quelqu'un que je connais pas plus que ça, à aucun moment je l'analyse. Clairement pas. On arrive à la fin de ce podcast, et puis je vais te poser la même question que je pose à tous mes invités. Est-ce que toi, tu aurais un métier ça te fascine, puis tu te dis, mais j'aimerais tellement savoir ce qu'ils font parce que j'ai pas l'impression de comprendre. Et puis du coup, tu aimerais que j'invite sur ce podcast? Prof d'anglais, ouais. C'est vraiment un truc, ça m'échappe totalement. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font de leur journée. Mais surtout que toi, t'en as jamais eu, parce qu'à écouter ton anglais... Non, mais question sérieuse, réponse sérieuse? Ah, non, pardon, excuse-moi, j'étais content de ma réponse. Quand j'étais plus jeune, j'aurais adoré faire cuisinier. Ouais. Et j'imagine ce qu'ils font un peu de leur quotidien. Ouais. Mais j'adorerais savoir effectivement dans toute leur journée de boulot, en fait, quel temps est vraiment dévolu à la cuisine et puis quel temps est dévolu à préparer les repas, au management, etc. Donc si t'arrives à inviter un cuisinier, si ça pouvait être un cuisinier étoilé en plus, tu vois, et puis on mange, ça serait pas mal. Oui, mais là, peut-être que toi, tu serais pas là. Ça serait que pour moi. Bah non, justement. Je pense que Madame Pic, par exemple, si t'invitais Madame Pic pour lui demander de parler de son métier, tu vois, ça pourrait être pas mal. Bah c'est tout pour aujourd'hui. Et puis nous, on se revoit pour un autre épisode de... On joue-tu? Non, c'est l'autre. Ah mince, pardon. Tu fais quoi? Oui, exact.